L'étrange pays que l'Afrique, pensa le jeune homme. Il était assis dans une sorte de café, identique à d'autres cafés qu'il avait pu voir en parcourant les ruelles étroites de la ville. Des hommes fumaient une pub géante qu'ils se passaient de bouche en bouche. En l'espace de quelques heures, il avait vu des hommes qui se promenaient en se tenant par la main, des femmes au visage voilé, des prêtres qui montaient au sommet des autres tours et se mettaient à chanter, tandis que tout le monde alentour s'agenouillait et se frappait la tête contre le sol. Pratique, fidèle, se dit-il. Lorsqu'il était enfant, il avait l'habitude de voir à l'église dans son village une statue de Saint Jacques le Majeur sur son cheval blanc, l'épée dégainée, foulant aux pieds de personnages qui ressemblaient à ces gens. Il se sentait mal à l'aise et terriblement seul. Les infidèles avaient un regard sinistre. De plus, dans la tête du grand départ, il avait oublié un détail, un seul petit détail qui pouvait bien le tenir éloigné de son trésor pendant un long temps. Dans ce pays, tout le monde parlait arabe. Le patron du café s'approcha et lui désigna du doigt une boisson qu'il avait vue servir à une autre table. C'était du thé, un thé amer. Il aurait préféré boire du vin. Mais ce n'était sûrement pas le moment de se soucier de ce genre de choses. Il devait plutôt ne penser qu'à son trésor et à la façon de s'en emparer. Le ventre de ses moutons lui avait mis en poche une somme la vente de ses moutons lui avait mis en poche une somme relativement importante. Il savait que l'argent est une chose magique. Avec de l'argent, personne n'est jamais tout à fait seul. Dans peu de temps, l'affaire de quelques jours peut-être, il se trouverait au pied des pyramides. Un vieil homme, avec tout cet or qui brillait sur sa poitrine, n'avait aucun besoin de raconter des mensonges pour se procurer 6 moutons. Le vieux roi lui avait parlé des cygnes. Pendant la traversée du détroit, il avait pensé aux cygnes. Oui, il savait bien de quoi il parlait. Durant tout ce temps passé dans les campagnes de l'Andalousie, il s'était accoutumé à lire sur la terre et dans les cieux les indications relatives au chemin qu'il devait suivre. Il avait appris que tel oiseau révélait la présence d'un serpent à proximité, que tel arbuste permettait de savoir s'il y avait de l'eau à quelques kilomètres de là. Les moutons lui avaient enseigné ces choses. Si Dieu guide si bien les brebis, il guidera aussi bien un homme, se dit-il, et il se sentit rassuré. Le thé lui parut déjà moins amer. « Qui es-tu » entendit-il demander en langue espagnole. Il ressentit un immense réconfort. Il songeait à des signes et quelqu'un avait paru. « Comment se fait-il que tu parles espagnol » demanda-t-il. Le nouveau venu était un garçon vêtu à l'occidental, mais la couleur de sa peau donnait à penser qu'il était bien de la ville. Il avait à peu près sa taille et son âge. Ici, presque tout le monde parle espagnol. Nous ne sommes qu'à 2 petites heures de l'Espagne. Assieds-toi et commande quelque chose à mon compte. Et demande du vin pour moi. J'ai horreur de ce thé. Il n'y a pas de vin dans le pays, rétorqua l'autre. La religion l'interdit. Le jeune homme dit alors qu'il devait se rendre aux pyramides. Il était sur le point de parler du trésor, mais préféra finalement ne rien dire. L'arabe aurait bien été capable d'en exiger une partie pour le conduire jusque-là. Il se souvint de ce que le vieillard lui avait dit au sujet des propositions. « Je voudrais que tu m'amènes là-bas. Si c'est possible, je peux te payer comme guide. Tu as une idée de la façon d'aller jusque là-bas ?» Il remarqua alors que le patron du café se trouvait à proximité en train d'écouter attentivement la conversation. Sa présence le gênait quelque peu, mais il avait rencontré un guide et il n'allait pas perdre cette occasion. « Il faut traverser tout le désert du Sahara, dit le nouveau venu, et pour cela il faut de l'argent. Je veux d'abord savoir si tu en as suffisamment. » Le jeune homme trouva la question bien curieuse, mais il avait confiance dans le vieil homme. Et celui-ci lui avait dit que lorsqu'on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire en votre faveur. Il retira son argent de sa poche et le montra à son nouveau compagnon. Le patron du café s'approcha encore et regarda également. Les 2 hommes échangèrent alors quelques mots en arabe. Le patron semblait être en colère. « Allons-nous-en, dit le jeune homme, il ne veut pas que nous restions ici. » Le jeune homme se sentit plus tranquille. Il se leva pour payer ce qu'il devait,
Mais le patron le prit par le bras et se mit à dicter un long discours sans pause. Le jeune homme était fort, mais il se trouvait en pays étranger. Ce fut son nouvel ami qui poussa le patron de côté et l'amena, lui, à l'extérieur. Il en voulait à ton argent, dit-il. Tanger, ce n'est pas comme le reste de l'Afrique. Ici, nous sommes dans un port et les ports sont tous des repères de voleurs. Il voulait donc se fier à son nouvel ami qui était venu à son aide alors qu'il se trouvait dans une situation critique. Il tira l'argent de sa poche et le compta. Nous pouvons arriver demain au pied des pyramides, dit l'autre en prenant l'argent, mais il faut que j'achète 2 chameaux. Et ils s'enfuirent ensemble par des rues étroites de Tanger. Dans tous les coins et recoins, il y avait des étalages de marchandises à vendre. Ils arrivèrent finalement au milieu d'une grande place où se tenait le marché. Des milliers de personnes étaient là qui discutaient, vendaient, achetaient les produits maraîchers, voisinaient avec des poignards, des tapis, des pipes, de toutes sortes. Le jeune homme ne quittait pas les yeux de son nouvel ami. Il n'oubliait pas que celui-ci avait maintenant tout son argent entre les mains. Il songea bien à le lui redemander, mais se dit que ce serait manquer de délicatesse. Il ne connaissait pas les usages de ces terres étrangères dont il foulait maintenant le sol. Il suffit de le surveiller, pensa-t-il. Il était plus fort que l'autre. Tout à coup, au milieu de cette énorme fouillis, voilà que ses yeux tombèrent sur la plus belle épée qu'il eût jamais vue. Le fourreau était en argent, la poignée noire incrustée de pierres précieuses. Il se fit la promesse qu'à son retour d'Égypte, il achèterait cette épée. Demande donc au marchand combien elle coûte, dit-il à son compagnon. Mais il s'aperçut qu'il avait eu 2 secondes de distraction, tandis qu'il contemplait l'arme. Son cœur se serra comme si sa poitrine avait subitement rétréci. Il eut peur de regarder de côté, sachant bien ce qu'il attendait. Il resta les yeux fixés un moment sur la belle épée, puis, s'armant finalement de courage, il se retourna. Tout autour de lui, le marché, les gens qui allaient et venaient crier, acheter les tapis, les noisettes, les salades à côté des plateaux de fibres, les hommes qui se tenaient par la main dans la rue, les femmes voilées, les parfums de mets exotiques, mais nulle part, absolument nulle part, la silhouette de son compagnon. Il voulut encore essayer de croire qu'il s'était perdu de vue par hasard. Il décida de rester sur place en espérant que l'autre allait revenir. Un moment après, un type montant dans l'une de ces fameuses tours et commença à chanter. Tous ceux qui étaient là s'agenouillèrent, frappèrent le sol de leur front et se mirent à chanter à leur tour. Ensuite, comme une colonie de fourmis au travail, ils démontèrent leur baraque et s'en allèrent. Le soleil de même disparut. Le jeune homme le regarda pendant un long moment jusqu'à ce qu'il fût caché derrière les maisons blanches qui entouraient la place. Il songea que lorsque ce même soleil s'était levé ce matin, il se trouvait, lui, sur un autre continent. Il était berger, possédait 60 moutons et avait rendez-vous avec une jeune fille. Le matin, il savait tout ce qui devait arriver, tandis qu'il marcherait à travers la campagne. Et pourtant, maintenant que le soleil se couchait, il se trouvait dans un pays différent, étranger sur une terre étrangère, où il ne pouvait pas comprendre la langue que les gens parlaient. Il n'était plus berger et n'avait plus rien à lui, pas même l'argent nécessaire pour revenir sur ses pas et tout recommencer. Tout cela entre le lever et le coucher du même soleil, se dit-il, et il s'apitoya sur lui-même en pensant que parfois les choses changent dans la vie, en l'espace d'un simple cri, avant même que l'on ait le temps de s'habituer à ces choses. Il avait honte de pleurer. Jamais il n'avait pleuré devant ses propres brebis. Mais la place du marché était vide et il était loin de sa patrie. Il pleura parce que Dieu était injuste et qu'il récompensait de cette façon des gens qui croyaient à leurs propres rêves. Quand j'étais avec mes moutons, j'étais heureux et je faisais partager mon bonheur tout alentour. Les gens me voyaient arriver et m'accueillaient bien. Maintenant, je suis triste et malheureux. Que vais-je faire? Je vais être plus amer et je n'aurai plus confiance en personne parce qu'une personne m'a trahi. Je vais haïr tous ceux qui ont trouvé des trésors cachés parce que je n'ai pas trouvé le mien. Et je vais continuellement chercher à conserver le peu que j'ai parce que je suis trop petit pour embrasser le monde. Il ouvrit sa besace pour voir ce qu'il avait dedans. Peut-être restait-il encore un morceau du sandwich qu'il avait mangé à bord du bateau. Mais il ne trouva que le gros livre.
le manteau et les 2 pierres que le vieil homme lui avait données. À la vue de ces pierres, il éprouva un sentiment de grand réconfort. Il avait échangé 6 brebis contre 2 pierres précieuses provenant d'un pectoral en or. Il pouvait les vendre et acquérir ainsi son billet de retour. Je serai désormais plus malin, pensa-t-il, tout en retirant les 2 pierres de sa besace pour les cacher au fond de sa poche. C'était ici un porc et la seule chose vraie que ce type lui eût dite était bien celle-ci. Un porc est toujours plein de voleurs. Maintenant, il comprenait enfin les efforts désespérés du patron dans le café. Il essayait de lui dire de ne pas se fier à cet homme. Je suis comme tous les autres, je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent et non comme elles se produisent réellement. Il resta à considérer les pierres, il caressa doucement chacune d'elles, éprouva leur température, leur surface lisse. Elles étaient son trésor. Le seul fait de les toucher lui procura une sorte d'apaisement. Elle lui rappelait le souvenir du vieil homme. Quand tu veux vraiment une chose, lui avait dit celui-ci, tout l'univers conspire à faire en sorte que tu parviennes à l'obtenir. Il aurait voulu comprendre comment cela pouvait être vrai. Il se trouvait là, sur une place de marché déserte, sans un sou en poche, sans brebis à garder pour la nuit, mais les pierres constituaient la preuve qu'il avait bien rencontré un roi qui connaissait son histoire personnelle, qui était au courant de ce qu'il avait fait avec l'arme de son père et de sa première expérience sexuelle. Les pierres servent à la divination. Elles se nomment Urim et Thummim. Il les remit à leur place dans le sac et décida de faire l'expérience. Le vieux avait dit qu'il fallait poser des questions claires parce que les pierres ne pouvaient servir que si l'on savait ce que l'on voulait. Le jeune homme alors demanda si la bénédiction du vieillard était toujours sur lui. Il retira l'une des pierres, c'était oui. « Est-ce que je vais trouver mon trésor ?» interrogea-t-il. Il plongea la main dans la besace et alla saisir l'une des pierres quand elles glissèrent toutes 2 par un trou qu'il y avait dans le tissu. Il ne s'était jamais aperçu que sa besace était déchirée. Il se baissa pour les ramasser, Urim et Thummim, et les remettre à l'intérieur du sac. Mais en les voyant par terre, une autre phrase lui revint en mémoire. « Apprends à respecter et à suivre les signes », avait également dit le vieux roi. En signe, le jeune homme se mit à rire tout seul. Puis il ramassa les 2 pierres et les remit dans sa besace. Il n'avait pas l'intention de la recoudre. Les pierres pourraient s'échapper par ce trou quand elles voudraient. Il avait compris qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas demander pour ne pas échapper à son propre destin. « J'ai promis de prendre mes propres décisions, dit-il en lui-même. Mais les pierres avaient dit que le vieillard était toujours à ses côtés, et cette réponse lui redonna confiance. Il considéra de nouveau le marché désert et il ne ressentit plus le désespoir qu'il avait éprouvé auparavant. Ce n'était plus un monde étranger, c'était un monde nouveau. Après tout, ma foi, c'était justement cela qu'il voulait, connaître des mondes nouveaux. Même s'il ne devait jamais arriver jusqu'aux pyramides, il était déjà allé beaucoup plus loin que n'importe quel berger de sa connaissance. Ah, s'il savait qu'à moins de 2 heures de bateau, il existe tant de choses différentes. Le monde nouveau apparaissait devant ses yeux sous la forme d'un marché désert. Mais il avait déjà vu cette place pleine de vie et il ne l'oublierait plus jamais. Il se souvint de l'épée. Il avait payé le prix fort pour la contempler un instant, mais aussi n'avait-il jamais rien vu de semblable jusque-là. Il eut soudain le sentiment qu'il pouvait regarder le monde soit comme la malheureuse victime d'un voleur, soit comme un aventurier en quête d'un trésor. « Je suis un aventurier en quête d'un trésor », pensa-t-il avant de sombrer épuisé dans le sommeil. Il se réveilla en sentant que quelqu'un le secouait par l'épaule. Il avait dormi en plein milieu de la place du marché qui allait maintenant reprendre son animation. Il regarda autour de lui, cherchant ses moutons, et se rendit compte qu'il était maintenant dans un autre monde. Au lieu d'en éprouver la tristesse, il se sentit heureux. Il n'avait plus qu'à partir en quête d'eau et de nourriture et il pouvait se lancer à la recherche d'un trésor. Il n'avait pas un sou en poche, mais il avait foi en la vie. Il avait choisi, la veille au soir, d'être un aventurier semblable aux personnages des livres qu'il avait l'habitude de lire.
Il se mit à se prononcer sans hâte sur la place, à se promener sans hâte sur la place. Les marchands commencèrent à monter leur baraque. Il aida un homme qui vendait des sucreries à installer la sienne. Il y avait sur le visage de cet homme-là un sourire qui n'était pas comme les autres. Il était plein d'allégresse, ouvert à la vie, prêt à attaquer une bonne journée de travail. C'est un sourire qui, d'une certaine façon, rappelait le vieillard, ce vieux roi mystérieux dont il avait fait la connaissance. Ce marchand ne fabrique pas des friandises parce qu'il voudrait voyager ou épouser la fille d'un commerçant. Non, il confectionne des sucreries parce qu'il aime ce métier, pensa le jeune homme. Il observa qu'il était capable de faire comme le vieillard, savoir si quelqu'un est proche ou éloigné de sa légende personnelle rien qu'en regardant cette personne. C'est facile et je ne m'en étais encore jamais aperçu. Quand ils eurent fini d'installer la baraque, le bonhomme lui offrit la première pâtisserie qu'il venait de préparer. Il la mangea avec un grand plaisir, remercia et se mit en route. Alors qu'il était déjà à quelque distance, il se fit la réflexion que la baraque avait été montée par deux personnes dont l'un parlait arabe et l'autre parlait espagnol. Et cependant, ces deux personnes s'étaient parfaitement entendues. Il existe un langage qui est au-delà des mots, se dit-il. Il existe un langage qui est au-delà des mots, se dit-il. J'avais déjà eu cette expérience avec les brebis. Voici maintenant que je fais la même avec les hommes. Il était donc en train d'apprendre diverses choses nouvelles, des choses dont il avait déjà eu l'expérience et qui pourtant étaient nouvelles parce qu'elles s'étaient trouvées sur son chemin sans qu'il s'en fût rendu compte. Et cela parce qu'il avait l'habitude de ces choses. Si je peux apprendre à déchiffrer ce langage qui se passe des mots, je parviendrai à déchiffrer le monde. Tout est une seule et unique chose, avait dit le vieillard. Il décida de flâner tout tranquillement dans les petites rues de Tanger. C'était seulement de cette façon qu'il réussirait à percevoir les signes. Cela exigeait sans doute une bonne dose de patience, mais la patience est la première vertu qu'apprend un berger. Une fois encore, il comprit qu'il mettait en pratique de ce monde étranger les mêmes leçons que lui avaient enseignées ses brebis. Toute une seule et unique chose, avait dit le vieil homme.